Françaises, Français, mes chers compatriotes, la France vit un moment très difficile, en temps de paix. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Vous l'aurez compris. Nous sommes en guerre. Confinés, confinis, les hommages. Bienvenue dans cette nouvelle édition du service anti-violence, légèrement motivé, légèrement modifié, légèrement corrompu. Le service anti-violence s'appelle désormais le service anti-conardovirus, car la situation l'exige. Pour assurer cette émission, un ami à moi que vous connaissez, le grand, l'immense, le génial Dr U, est dans ses pénates, reclus comme chacun de vous. Il arrive. Voilà. Oh, bonjour, monsieur Brume. Ça me fait bien plaisir de vous voir. Moi aussi. Vous n'avez pas autant de lumière que moi. Hein. Moi, j'ai l'éclairage du soleil. Mon garage a le talent de profiter de la lumière naturelle et ça me fait bien plaisir de vous retrouver au fond de mon écran. C'est vrai. Moi aussi, ça me fait plaisir. En plus, je constate que vous avez pris des couleurs. Que nenni, je suis blafard, c'est juste le soleil qui m'empuissante. Alors, je tiens à m'excuser pour les moyens techniques, car le micro que vous avez enfin obtenu grâce au confinement, je vous ai mis un bourdin devant vous, hein, bien sûr, assurez-vous, peut saturer. Voilà, donc nous allons essayer de parler de façon calme et pondérée pour cette émission fondamentale. Attention, nouvelle rubrique. Est-ce que vous pouvez en donner l'intitulé, docteur ? Eh bien, dans ce SAV qui a muté, comme vous l'avez bien indiqué, nous parlerons tout de même de violence, mais de façon dada. Alors, blabla. Blabla, super. Avant de commencer cette émission, je vais demander à mon assistant mes fiches. C'est bon, on peut commencer. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur mes fiches ? Il y a écrit ce que vous avez dit, c'est blabla. On y va ? Prêt, mon ami ? Allez. C'est parti pour un premier blabla. Un blabla dada, un blabla dadaïste, holistique et poétique, parce que rien n'est insignifiant, tout est insignifiant. Ce qui fait que lorsque la vie est dense, chacun y danse à sa façon. Et la façon, qui est ce qui est, qui vaut mieux que le mot qui se doit d'être la solution, et aujourd'hui, la façon que je vais avoir de vous présenter cette non-violence, cette violence contredite, ce service anti-violence revu et corrigé du fond de mon garage. Dans cette situation de crise sanitaire qui n'est pas un état de guerre, puisque contrairement à Alep, Sanaa, Tripoli et tutti quanti, il n'y a pas de coup de feu, de bombardement, de destruction massive. Nos magnifiques boulevards en pierre de taille sont toujours là pour permettre à nos pigeons de roucouler et nous n'avons rien de comparable à ces terres détruites par les blessures et par les cris d'angoisse. Nous sommes plutôt dans une situation où nous sommes enjoints de nous taire et de rester chez nous, bien tranquillement. Et pour cela, on peut bien parler de crise sanitaire. À moins que, d'ici 10 ans, nous apprenions que des historiens réunissent avec des journalistes des éléments d'investigation prouvant que cette grippette, blagounette, chouette était le premier mouvement d'un conflit d'un nouveau genre, un premier mouvement bien concret dans lequel la stratégie vise d'abord à déstabiliser le fonctionnement et les liquidités des groupes industriels adverses, raisonnement dans lequel
les pertes civiles deviennent effectivement des actes de guerre. Auquel cas, les mots de notre présipotent passeront alors non plus pour une maladresse due à ces vertes années et seront réinterprétés comme une forme de franchise sans explication, comprenne qui pourra ce mode de communication bien français. Pour le moment, c'est donc la crise, c'est-à-dire une situation qui met en demeure de choisir, crisis, du mot grec, choix. Et dans ce présent, je me trouve de mon côté, Monsieur U, Docteur U, Monsieur Brum, à extraire le rhizome du bambou qui a passé le mur pour envahir la jardinière de mon voisin. Est-ce que vous pouvez nous montrer le rhizome ? Est-ce que vous pouvez nous montrer le rhizome Et ces tomates. Oui, bien, écoutez, je me trouve donc à extraire cette chose, ce rhizome de bambou qui a envahi la jardinière de mon voisin. Il est magnifique. Il est magnifique, je suis épaté. Et comme tout est insignifiant, eh bien, ce signifiant m'enjoint de vous en dire plus. Car si ce rhizome a empêché mon voisin de cultiver ses tomates, ses patates, ses courgettes et autres bienfaits que la nature lui apportait dans la terre de sa jardinière, quel rapport me direz-vous ? La vie est métaphore, la vie est poésie et tout est insignifiant. Cette massue que j'ai extrait au prix d'efforts conséquents, sans l'aide de ce voisin, qui n'est en rien responsable et avec lequel il m'est indispensable d'observer la règle de désociabilisation en vigueur dans ce connardovirus. Donc cette massue, constituée par la branche de bambou et son rhizome, qui sont sortis du contingentement que je leur avais assigné pour passer de l'autre côté du mur. Et pas celui de Berlin, le mur... Qui délimite le chacun chez soi, le mur qui délimite le chacun chez soi, au-delà duquel mon voisin faisait prospérer son capital bien-être. Cette massue, dis-je, c'est un peu comme l'espace pris par le complexe militaro-industriel dans les activités humaines aujourd'hui. Comment ça, que dit-il ? Bien, sachons que les 2 premières guerres mondiales ont fait grandir de façon exponentielle les capacités et les liquidités de ces activités, leur permettant de sauter le mur érigé par nos anciens dans les actes constitutifs de la communauté internationale et d'envahir l'ensemble des domaines du vivant, notre voisin millénaire. C'est là que la métaphore se joue. Le nitrate, l'azote sont devenus la base de l'industrie chimique et de l'agroalimentaire. Les chars sont devenus des tracteurs et des voitures. Les entrepreneurs projetés dans cet imaginaire sont devenus des actionnaires majoritaires de consortiums qui résonnent de la presse à la recherche en passant par toutes les applications diverses de cette propagation des activités de transformation. Alors ce présent, ce temps pendant lequel nous pouvons encore extraire le rhizome pour lui assigner à nouveau un espace raisonné et laisser à la jardinière de notre voisin, bien nommé le vivant, sa capacité propre et légitime, ce moment particulier, ce moment de connardovirus, utilisons-le avec discernement, parce que le voisin n'apprécie pas ce qui se passe dans sa jardinière et que sa colère est légitime, parce que cette extension du rhizome est néfaste pour le bambou lui-même, qui ne sait plus où est sa place. Parce que sublimer le réel, c'est bien œuvrer à l'équilibre de la composition et insuffler l'harmonie au sein du mouvement qu'est la vie. C'est cela, être en humanité et cultiver le bien-vivre et les futurs désirables. Les futurs désirables. Les futurs désirables. L'avenir enviable. Tout ce vocabulaire, à bon entendeur, c'était la chronique du docteur. Impressionnant. Même les oiseaux sont venus vous accompagner. C'est le plaisir de la délocalisation. Vous voyez, vive la campagne. Le docteur est un champêtre. Il y a une nouvelle rubrique. J'ai besoin de mon assistant. Oui. Assistant. Ah. Oh putain. C'est
c'est là tout votre capital, monsieur Brune. J'espère que personne sait où j'ai... Enfin... Non. Je suis en Bulgarie. Non. Je suis en Bulgarie, j'en ai pas. C'est pas, ça existe pas. C'est pas. Non. Je suis en Bulgarie. Alors, nous allons envoyer la nouvelle rubrique, les blagounettes, hein, car il n'y a pas que la grippette. Alors, ça vous fait rire, ça? Oui, un peu. Vraiment? Eh bien, expliquez-nous. Pourquoi est-ce que c'est drôle? Parce que ça est marrant. Marrant? Et pourquoi? Expliquez-nous. Nous ne sommes pas plus bêtes que d'autres et nous aimons rire aussi. Expliquez? Oui. Pourquoi c'est drôle? On se demande bien pourquoi c'est drôle. Ce sera donc ma chronique. C'est parti. Attention. C'est fou comme les gens ont un avis sur tout et surtout un avis. Moi le premier. Thomas Pesquet, le spationaute national, si sympathique, nous donne via les réseaux sociaux des conseils, des petits trucs de confinement. Quand il est confiné dans l'espace, lui, quand il regarde par le hublot, il voit pas des connards qui font du jogging ou qui vont acheter du PQ. Si j'osais, je vous dirais qu'on n'est pas sur la même planète. Alors moi, je dis merci à Pangolin. Il n'a pas eu besoin de mettre du citron dans sa Corona pour nous expliquer que la planète brûle et qu'on regarde ailleurs. Pendant qu'on regarde BFM, nous, les humains, les dauphins nettoient Venise. Ses eaux sont limpides, comme les yeux bleus du pangolin. Nous sommes dans un monde où les précaires, les pauvres, c'est moche les pauvres, et tous au virus. Alors eux, tous au virus, on les met au virus. Enfin, je veux dire au boulot. Hein. Pendant ce temps-là, les autres vont dans leur résidence secondaire, hein, pour ne pas manquer d'air. Dommage qu'on leur ait pas dit qu'ils en manquaient pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne peuvent pas exploiter leurs anciens pour les rendre papy-sitters. Ils ne peuvent pas non plus faire les devoirs. Bah oui, ils se sont arrêtés en 4e et après ils ont été dictateurs. Alors, les enfants de ces gens-là, c'est à vous que je m'adresse. Cette chronique est faite pour vous. Collez-leur la honte. Mais pour de vrai, hein. Costaud, on y va, on se sort les doigts. Pendant qu'ils dirigent notre montre à distance pour justifier leurs achats de PQ, montrez à vos parents sachants et puissants que l'école n'est pas une garderie qui doit rendre des comptes. Faites-leur réaliser qu'ils ne vous connaissent pas et que c'est le monde injuste qu'ils accélèrent qui vous rend malade, pas le connardovirus. Dites à vos mères que vous auriez préféré qu'elles soient infirmières ou caissières. Dites à vos pères que vous auriez préféré qu'ils soient éboueurs ou agriculteurs. Collez-leur la honte. Ils ne sont parents qu'une fois par an quand ils vous emmènent en vacances d'un monde qu'ils vous imposent et détruisent. Alors soyons cons, finement, et rappelons-nous-en. Les enfants, collez la honte à vos parents. On va parler avec U. Salut. Eh ben, salut, monsieur Brume. C'était bien. Il n'y avait pas trop de gna-gna-gna. Il y avait des gna-gna-gna. C'était utile, c'était futile, c'était inutilement bien. Ah, ça fait du bien. Et voilà. Et vous pensez que les enfants, c'est l'avenir des parents ? Je pense pas vraiment, ni en termes d'enfants, ni en termes de parents. Je ressens plutôt des présents et des cadeaux. Des cadeaux. Alors, est-ce qu'on pourrait tenter une rubrique collective ? Bah oui, c'est celle du cadeau auquel je songe, la passionnaison-unité. Oh putain, il vient de sortir un mot. Est-ce que vous pouvez en donner la définition ? Parce que moi, je ne l'ai pas sur mes fiches. Je n'y arriverai pas là. La passion qui se conjugue à la raison et qui donne lieu à la sérénité.
Alors moi j'ai une idée pour utiliser votre mot que j'arrive pas à prononcer. La passionnaisonité. Voilà, la passionnaisonité. Question. Pourquoi est-ce qu'il faut parler de guerre? Il faut parler de tranchées, il faut parler de front, je parle pas de celui-là, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser un vocabulaire guerrier autour d'une crise sanitaire? C'est bizarre quand même. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait en utiliser un autre de vocabulaire? Disons-le franchement, si la passionnaisonité est le vocabulaire et la grammaire de l'hyper-réalité, l'injonction et les mots guerriers sont une façon de demander à tous de se taire et de réduire la situation à une logique binaire. Or, il n'y a rien de binaire dans ce que nous vivons. La crise sanitaire a de multiples redondances et c'est bien des mots beaucoup plus proches de la culture de paix qui rendraient compte des solidarités qui se mettent en place pour faire que la situation soit gérable et qu'elle ne tourne pas au désastre. Mais alors quel type de champ sémantique, à part le vocabulaire de la culture de paix, nous proposez-vous, docteur? La solidarité, le fait de s'aimer, le fait de se tourner vers ses contemporains en sachant très bien que si nous devons rester chez nous et ne pas continuer ce qui fait notre sociabilité latine, c'est-à-dire notre comment on appelle ça déjà, la limitation des interactions, c'est la désociabilisation. Sans doute. Il paraît qu'il y a des super philosophes en ce moment qui sont en train d'expliquer que la cloapsologie, c'est pas de la connerie, et que finalement on arrive à un point où, quand notre cher président nous dit qu'il y aura un après, il faut comprendre que ça ressemblera pas à l'avant. Enfin, c'est moi qui n'ai rien compris ou pas? Écoutez, Monsieur Brume, moi j'ai envie de vous dire que ni après ni avant, si ce n'est dans l'imaginaire dirigeant, puisque nos dirigeants étaient certainement sur des scénarios extrêmement hiérarchiques et extrêmement contrôlés, et que le vivant reprend sa priorité et démontre que il est toujours capable de nous déborder, toujours capable de nous dépasser. La crise que vit l'hôpital public, la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons, c'est d'abord une crise de l'imaginaire dirigeant, c'est-à-dire que on a essayé de mettre sur les questions de santé, sur les questions de soins, un vocabulaire et des critères d'entreprise, fonctionner à flux tendu, avoir des normes comptables sur le niveau d'activité et pouvoir ainsi faire des réductions de coûts. Et tout ça, depuis maintenant presque 15 ans, ça faisait que les professionnels de l'hôpital public tiraient la sonnette d'alarme en disant qu'ils étaient de moins en moins en capacité de répondre à des besoins extraordinaires. Eh bien, aujourd'hui, le vivant a repris sa place. Il montre l'extraordinaire et les critères dogmatiques comptables sont complètement dépassés et notre système montre sa fragilité aussi bien sanitaire qu'économique et sociale. Donc, retournons vers l'extraordinaire. En fait, on se rend compte que face à ce virus, le seul vocabulaire qu'on est capable d'utiliser, c'est un vocabulaire guerrier. Et dans l'entreprise, les seules méthodologies qu'on utilise, elles sont héritées du nazisme. C'est bien
la preuve qu'il faut changer de paradigme. Non? Enfin, je sais pas, je dis une bêtise ou comment ça se passe? Écoutez, il y a effectivement un très bon livre que je lis actuellement qui s'appelle Libre d'obéir d'un historien Johan Chapoutot, je crois. Il faudrait qu'on le mette dans les commentaires. Et qui fait le parallèle entre le management d'aujourd'hui et le nazisme d'hier, le fascisme, parce que tout un tas de critères d'objectifs et de façons d'appréhender la réussite ont été recyclés de la propagande que les nazis avaient mis en place. Non, c'est le président, il m'appelle, il dit que l'émission est vachement bien. Oui, non, il faut pas parler de nazisme, il faut pas parler de guerre. D'accord. Non. Ouais. Non, on va essayer de... Non, mais on est désolé, hein. T'es désolé, dis que t'es désolé. Je voulais pas, j'ai Voilà. réfléchi. On est désolé, alors ce qu'on va faire, c'est on va finir cette émission, on va dire au revoir à tout le monde, et puis on va prier pour trouver du PQ. Hein Oui. Oui, monsieur. Je vous rappelle, je vous embrasse. Hein? Et bis à Brigitte. Oui. Non, elle nous manquerait. Gros bisous. Je vous embrasse. Il m'a fait flipper, hein. Attends, il est sérieux, le gars, il rigole pas. Hein. Bon, alors, c'était une bonne émission, hein. J'espère qu'on aura le droit d'en faire une autre. Hein. Je ne dirai plus un mot, j'ai tout dit. Longue vie à l'imagination. On vous aime, on vous aime. C'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Et je me suis fait chier, vous voyez, comme rarement. Vous voyez ce que c'est se faire chier?